Bonjour. Aujourd'hui, je propose un cours d'introduction à la cinétique chimique. Quelques idées générales et le formalisme de base que vous retrouverez dans les années supérieures d'études à l'université. Et ce cours clôture notre année d'enseignement de chimie générale pour les étudiants de la filière biologie première année à l'université de Strasbourg. Alors quand on parle de cinétique, bien sûr ça fait tout de suite écho à la notion de vitesse. Et en chimie, on s'intéresse à la vitesse des réactions. Pourquoi? Première raison évidente, c'est que toutes les réactions chimiques ne se produisent pas à la même vitesse. Il y a des vitesses rapides, importantes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des processus rapides et donc des vitesses associées grandes. Il y a des processus chimiques qui sont lents et d'autres qui sont tellement lents qu'on a l'impression qu'ils ne se produisent pas. Et il est important, dès la première année à l'université, de bien comprendre que lorsqu'on veut avoir une vision un peu plus complète d'un processus physico-chimique, il y a la dimension thermodynamique que nous avons beaucoup abordée au cours de l'année et qui prévoit thermodynamiquement si une réaction est possible ou non. C'est les notions d'enthalpie libre, de potentiel, oxydant, réducteur, etc., qu'on a vu déjà sous différents aspects. Mais ce qu'il faut maintenant intégrer de nouveau, c'est que même si des processus sont prévus, d'un point de vue de la thermodynamique, il est possible que la réaction soit lente, voire extrêmement lente, et à ce moment-là, le processus ne se produit pas. Donc, il faut prendre l'habitude d'aborder les choses sous au moins ces deux points de vue, le point de vue de la thermodynamique, la prévision thermodynamique des réactions, et ensuite des considérations cinétiques qui passent par la mesure de la vitesse d'un processus chimique. Et la cinétique, on va voir, elle est liée à des phénomènes qu'on explique aujourd'hui et constitue au niveau moléculaire ou atomique la possibilité que des atomes, des molécules, des entités puissent entrer en interaction. Et quelquefois, alors que thermodynamiquement un processus est prévu comme possible, quelquefois les réactions ne se font pas parce qu'il y a d'autres critères qui empêchent la réaction de se faire. On parlera d'étapes limitantes d'un processus qui font partie intégrante de la notion cinétique en général. Alors, pour finir mon introduction, sachez que le domaine de la cinétique chimique, qui va englober le domaine de la catalyse homogène, de la catalyse hétérogène, sont des domaines très vastes de la recherche en chimie. Et bien sûr, ce sont des domaines très importants pour leur aspect industriel, puisque lorsque vous fabriquez une substance par un processus physico-chimique, il faut que ce processus consomme le minimum d'énergie, il y a des considérations thermodynamiques, et bien sûr que ça aille le plus vite possible. Donc voilà ce qu'il faut quand même intégrer en termes généraux pour cette notion de cinétique, et à côté de la notion de thermodynamique, et ces deux notions qu'il ne faut pas mélanger. Alors une manière d'abord imagée de représenter la chose, c'est, vous le voyez sur la diapositive, imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne, c'est le sommet qui est le plus en altitude, et vous voulez aller au point, qui est indiqué là, vous êtes ici, et vous voulez aller à ce point-là. D'un point de vue thermodynamique, ce point étant plus haut que ce point, la thermodynamique, elle dit normalement tu dois pouvoir y aller, puisque la force principale qui va gérer la descente du skieur,
c'est la force de gravitation. Donc comme il part d'un point haut, il va vers un point bas, la thermodynamique nous dit normalement il doit pouvoir y aller. Sauf que entre ce point-là et ce point-là, il y a d'abord une descente et puis il y a une remontée. Et vous voyez bien, dans l'exemple du petit skieur, que si effectivement vous prenez beaucoup d'élan, parce que vous êtes un bon skieur, vous allez jusque-là, vous allez éventuellement remonter cette petite pente, puis poursuivre grâce à la force de gravitation votre chemin jusqu'ici. Mais si la vitesse n'est pas suffisante, ou alors si cette bosse-là est trop importante, eh bien le skieur va rester bloqué ici, c'est l'étape limitante, ou carrément empêchante, si on peut dire comme ça, pour ce pauvre skieur qui ne pourra pas se rendre à ce point, alors qu'il est bien parti d'une altitude supérieure à ce point. Donc voilà une manière simple, mais qui correspond très souvent à la réalité. Alors le domaine de la recherche en catalyse homogène, catalyse hétérogène, c'est souvent de comprendre ce qui se passe ici pour pouvoir limiter l'impact de ce creux, dans cette étape limitante dans le processus. Voilà, donc on va voir quelques notions de base. Comment est-ce qu'on définit une vitesse de réaction, l'ordre de réaction, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces quelques formalismes simples. Alors tout d'abord, je l'ai dit, on ne va pas revenir trop dessus, cette diapositive reprend la définition de la vitesse d'une réaction. Donc c'est indiqué là. Si vous avez un processus petit a plus bb donne cc plus dd, la vitesse de réaction peut se mesurer avec les réactifs de la réaction ou avec les produits. Mais vous comprenez bien que à ce moment-là, il faudra introduire un signe moins si vous voulez exprimer la vitesse donc de disparition des réactifs, puisque eux vont disparaître. Donc la vitesse, c'est 1 sur A, donc ramené au coefficient stoichiométrique du composé A, dA sur dt, donc la variation de la concentration, molaire ou selon le domaine dans lequel on travaille, de la substance A. C'est égal à 1 sur B moins donc dB sur dt, l'autre réactif. Mais maintenant, si vous exprimez la vitesse de réaction en fonction des produits formés, là, il faut garder le signe plus, et ça sera simplement 1 sur C dC dt, ou 1 sur D dd sur dt, et en fait, ça correspond à la variation du degré d'avancement de la réaction en fonction du temps, puisque ce symbole, c'est le degré d'avancement de la réaction. Nous l'avions déjà vu dans ce cours. Alors il y a des réactions rapides, des réactions lentes et des réactions extrêmement lentes. Voici quelques exemples. Par exemple, donc, la précipitation de AgCl à partir de Ag+ et Cl-, dans l'eau par exemple, est quasi instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche cela dans une solution aqueuse. Par contre, si vous voulez par exemple oxyder des ions iodures par l'eau oxygénée en milieu acide, vous faites bien de l'iode et de l'eau, mais ce processus est lent. Et s'il est lent, ça veut dire que malgré le fait que les potentiels redox sont favorables à la réaction d'oxydation de l'iodure en iode, il doit y avoir des processus moléculaires qui freinent et qui rendent ce processus néanmoins difficile. Et puis, il y a des processus qui sont extrêmement lents. Par exemple, si vous voulez faire H2 plus O2 à température ambiante pour donner de l'eau, alors que les potentiels redox prévoient que cette réaction doit fonctionner, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement lent. Et ceci est un domaine de recherche, bien sûr, très actif, puisqu'on essaye de produire de l'électricité dans des piles à combustible à partir de cette réaction d'hydrogène sur l'oxygène. Mais vous savez que les moteurs en question sont des moteurs qui aujourd'hui coûtent encore très très cher parce qu'il faut que cette réaction
donc c'est une réaction d'oxydoréduction, soit catalysée. Et les catalyseurs doivent être mis en forme, et en plus ils sont faits de métaux qui sont rares et donc très chers. Voilà. Alors on va prendre un premier exemple, juste pour que vous ayez le parfum de comment les physico-chimistes abordent le problème de la vitesse de réaction et comment ils vont chercher en fait les processus à la base et qui expliquent ces vitesses de réaction. Donc par exemple, si il y a une réaction qui a été beaucoup étudiée, H2 plus Br2 donne 2HBr, donc c'est une réaction, encore une fois, d'oxydoréduction. Le brome va oxyder l'hydrogène pour donner donc, un acide, HBr, avec H+, et Br-. Cette réaction est complexe dans son mécanisme, mais une des réactions élémentaires supposées est celle-ci, c'est-à-dire que dans un premier temps, on considère qu'il faut rompre la liaison entre les deux bromes pour faire un brome radicalaire avec la petite étoile. Il peut réagir sur H2 pour se donner HBr plus un hydrogène radicalaire qui lui à ce moment-là va réagir sur un brome moléculaire pour redonner HBr plus un brome radicalaire, etc. etc. Voilà. Oui. Alors on considère juste sur cette première réaction que les atomes, donc les radicaux de brome et les molécules d'hydrogène se déplacent aléatoirement dans le réacteur et on va regarder en fait la réaction du point de vue du nombre de collisions, ce qui est assez raisonnable. Vous dites si on coupe des liaisons et on reforme des liaisons, ceci ne peut se produire dans ce point de vue moléculaire et mécanistique que s'il y a collision entre les entités atomiques et moléculaires. Donc si vous comptez ce nombre de H2 heurtés par des bromes radicalaires, on l'appelle Z, c'est le nombre de bromes radicalaires fois P, P étant ce nombre. Et le Z, c'est aussi le nombre de H2 fois Q, Q étant le nombre de Br radicalaires heurtés par H2. On peut l'exprimer dans les deux sens. Et donc globalement, Z, c'est à une constante près le nombre de bromes et le nombre de H2 dans votre réacteur. Et donc on suppose que la vitesse de réaction est directement liée à ces deux types de collisions. Donc à une constante près, ça va être la concentration en brome radicalaire fois H2 moléculaire. K est ce qu'on appelle la constante de vitesse, elle est indiquée là. Ouais. Tout à l'heure, nous avons exprimé la définition générale de la vitesse d'une réaction. Donc vous voyez que maintenant, on peut rajouter dans une approche mécanistique K, concentration en Br radicalaire fois H2. Donc dans cette constante-là, il y a en fait la loi d'Arrhenius, qui est, on ne va pas la développer ici, qui est liée à des considérations de physique statistique. Et globalement, elle va avoir une expression de type grand A, exponentielle moins EA, énergie d'activation sur RT. Voilà. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus, puisque ici c'est un cours d'introduction aujourd'hui, vous pouvez aller voir dans des ouvrages de physique statistique qui abordent, mais d'un point de vue un peu plus mathématique, ce problème de vitesse de réaction à partir de la mesure des collisions. Alors avant de revenir à la vitesse instantanée, puisque c'est comme ça que nous avons défini la vitesse de réaction, on peut aussi, dans un premier temps, et c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, exprimer la vitesse d'un processus à partir de la notion de vitesse moyenne. Donc c'est quoi la vitesse moyenne? Eh bien, si on considère une réaction d'un réactif A qui donne un produit B, eh bien on peut mesurer l'évolution de A et de B en fonction du temps. Donc ce changement de concentration, dB, c'est la concentration à un temps T2 moins la concentration à un temps T1. Et c'est positif, puisque si vous le mesurez à partir de B, puisqu'il y a une augmentation de la quantité de B. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous le mesurez à partir de A, il faudra mettre un petit signe moins. C'est un rappel de ce qu'on a vu sur la diapo tout à l'heure. Donc celle-ci, alors ce cours pour mes étudiants est sur la plateforme Moodle, donc vous aurez accès à toutes ces diapositives. Donc la vitesse, de manière générale, on peut l'exprimer soit en vitesse moyenne, soit en vitesse instantanée, comme c'est rappelé ici. Donc habituellement, la vitesse est exprimée en concentration
par seconde ou par minute ou par heure, hein, selon le domaine dans lequel vous travaillez. La vitesse est toujours une grandeur positive, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse de réaction va changer avec le temps. C'est-à-dire que ça évolue avec le temps. Et on va voir parce que en fait, ça dépend de la concentration. Et comme les concentrations évoluent, et donc la vitesse évolue. Souvent, les vitesses de réaction au début sont très grandes. Et ensuite, quand il y a de moins en moins de réactifs dans le milieu, eh bien, la vitesse diminue. On va voir l'évolution de ces vitesses en fonction du temps un peu plus loin. Bien. Alors, maintenant, dans cette réaction générique, toujours la même, on considère que la vitesse de réaction, typiquement, ça va avoir ce type d'expression. Ça doit vous rappeler là le début de démonstration que je vous ai proposé en lien avec les lois d'Arrhenius. Mais on sait habituellement que les vitesses vont ressembler en termes d'évolution, et ça se mesure expérimentalement, cette affaire, à ce genre de choses. Donc, une constante, qu'on appellera d'ailleurs la constante de la réaction, la concentration de A fois la concentration de B. Typiquement, si on mesure la vitesse à partir des réactifs. Donc, maintenant, les puissances alpha et bêta, c'est ce qu'on appelle les ordres partiels de la réaction. Alpha, c'est l'ordre partiel par rapport à A, et bêta, c'est l'ordre partiel par rapport à B. Et alpha plus bêta, c'est ce qu'on appelle l'ordre global de la réaction. La constante K, donc c'est la constante de vitesse, dépend en grande partie de la température et donc de la loi d'Arrhenius que je vous ai montré tout à l'heure. Alors dans un cas simple comme celui-là, et ça sera par exemple l'exemple qu'on prendra un peu plus loin sur des réactions de désintégration radioactive. Donc la vitesse, si vous la mesurez à partir de la diminution du réactif, c'est moins 1 sur A, le coefficient stéchométrique de A, dA sur dt, et c'est égal à K, concentration de A puissance alpha. Et quand vous faites des mesures expérimentales de vitesse de réaction, vous pouvez déterminer alpha expérimentalement. Et alpha, donc, c'est l'ordre de réaction. La plupart des réactions classiques sont d'ordre 1. Mais il n'y a pas que des réactions d'ordre 1 dans la vie. Il y a ensuite des processus plus complexes où les ordres peuvent être supérieurs à 1. Mais dans un premier temps, et nous on verra, par exemple dans l'exemple des processus radioactifs, les réactions sont d'ordre 1, ce qui, entre autres, simplifie les calculs. Voilà, alors, l'ordre 1, c'est donc lorsque, dans cette expression, la puissance de la concentration en A, c'est égal à 1. Voilà, maintenant si on intègre, comme c'est indiqué sur cette diapo, cette vitesse par rapport au temps, donc vous l'exprimez dA sur A moins K dt, vous intégrez ça entre la concentration initiale et la concentration A au temps t, vous faites pareil à droite, et globalement vous obtenez une expression log de la concentration en A au temps t moins log de la concentration A initiale égale moins kt. Si vous voulez supprimer les logarithmes, vous prenez l'exponentielle de cette expression et vous obtenez globalement une expression du type concentration de A est égale à concentration initiale de A exponentielle moins kt. Okay, et K, vous voyez bien, c'est exprimé en secondes ou en minutes ou en heures moins 1, puisque dans l'exponentielle, vous avez kt qui doit être sans unité. Voilà, donc dans une réaction d'ordre 1, si vous tracez le logarithme de A en fonction du temps, vous avez une droite. Une équation de type y égale ax plus b, c'est ça que je veux dire. Donc le A, c'est moins k. X, c'est le temps, bien sûr. Et ça, logarithme, je reviens en arrière. Le logarithme de A0, A0 c'est une donnée, c'est la concentration initiale, c'est bien sûr une constante. Excusez-moi. Alors certains, donc j'ai indiqué là, la désintégration radioactive, beaucoup d'atomes radioactifs, donc d'isotopes radioactifs instables, suivent ce type de loi. Donc vous voyez, il suffit de représenter le logarithme de la concentration en fonction du temps. Si c'est une droite, ça signifie que c'est d'ordre 1. Alors vous le savez, vous l'avez sûrement déjà pour certains vu au lycée. À partir de ces considérations, on définit souvent un temps de demi-réaction. C'est le temps au bout duquel la concentration est la moitié de la concentration initiale. Ça veut dire que la moitié des noyaux
a été consommé. Et donc, à ce moment-là, on peut calculer ce temps qui dépend de la constante de la vitesse de réaction, puisque vous introduisez, vous remplacez A par A0 sur 2 dans l'expression qu'on a vue tout à l'heure, et il vient que ce temps de demi-vie, c'est log de 2 sur K, ou 0,693 à peu près sur K. Donc c'est pour une réaction d'ordre 1, bien sûr, le temps de demi-réaction ou de demi-vie est indépendant de la concentration dans le cas des réactions d'ordre 1. Bien, donc ça c'est les notions basiques qu'on vous demande de retenir pour la première et la deuxième année à l'université, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la physico-chimie, bien évidemment. Alors, donc un exemple maintenant d'application de ce formalisme aux réactions donc, de désintégration radioactive. Voilà. Donc, typiquement, une désintégration radioactive, ça va être un élément X qui va donner un élément Y. On va nommer N0 le nombre de noyaux au départ, et puis N le nombre de noyaux à l'instant T. Donc si on exprime cette fois-ci comme ça, eh bien la vitesse de réaction, on l'a vu tout à l'heure, c'est dN sur N égale lambda dt. On utilise le terme lambda dans le domaine des réactions radioactives. C'est la même expression qu'on a vue tout à l'heure. Je reviens un tout petit peu en arrière. C'est donc cette expression-là. Moins dN sur N égale moins lambda dt. OK? Bien. Donc la constante de proportionnalité lambda, c'est la constante radioactive. Maintenant, si on intègre comme tout à l'heure, on obtient une expression de la loi radioactive log des périens N sur N0 égale lambda T. Et si vous représentez ça sous forme exponentielle, c'est le nombre de noyaux égale le nombre de noyaux de départ exponentielle moins lambda T. Voilà, alors si vous tracez graphiquement l'évolution du nombre de noyaux en fonction du temps, la décroissance radioactive, elle a cette allure. Le temps de demi-vie est indiqué ici, on l'a défini tout à l'heure, c'est quand le nombre de noyaux de départ est divisé par 2. Donc ça c'est mon ami, mon collègue Mathieu Muro qui m'a donné ces graphiques. Donc je le remercie. Et c'est très explicite. Vous voyez comment en fait évolue le nombre de noyaux en fonction du temps. J'insiste, nous sommes ici dans un modèle de vitesse de réaction d'ordre 1. Exemple, le plutonium peut se décomposer en uranium et en particules alpha. Vous voyez, si donc on appelle ça un émetteur alpha, ça c'est la particule alpha dans le domaine de la radioactivité. Il a un temps de demi-vie de 2,86 années. La question est, si un échantillon contient 1,35 mg de plutonium, 236, quelle masse de plutonium sera présente après 5 années? Alors on écrit le formalisme théorique qu'on a proposé avant. Donc la constante radioactive, on peut la retrouver à partir du temps de demi-vie. Donc c'est taux là qui est là. Donc vous pouvez garder, alors ici il faut mettre une virgule, donc de 0,2423 par année, vous pouvez le garder en année. Si t ici est en année, eh bien lambda sera en année moins 1. On utilise la loi de décroissance radioactive, voilà, qui est celle-ci. On connaît maintenant lambda, on vient de le calculer. On connaît le nombre de noyaux de départ, et on connaît le temps, parce que 5 années. Voilà. Donc on va pouvoir calculer le nombre de noyaux après 5 années. Comment fait-on? Vous introduisez là, il faut connaître bien sûr la masse molaire, qui est M ici, la masse initiale. Et puis, alors, vous voyez que vous n'avez même pas besoin, puisque vous pouvez simplement introduire ici lambda, le temps en année, vous gardez en année, puisque ici c'est en année moins 1, vous faites 5 fois 0,2423 ici, et vous obtiendrez comme ça le nombre de noyaux directement, qui est donc la masse, qui est 0,402 mg. Donc vous voyez bien, par cette opération que je vous détaille ici, il n'est même pas utile de connaître la masse molaire du plutonium, puisque
ici et ici, c'est la même masse molaire. Hein, d'accord? Donc, vous voyez bien que dans l'expression, ça se simplifie. Donc, cette expression écrite avec le nombre de noyaux s'écrit aussi avec les masses. La masse finale, c'est la masse initiale, exponentielle moins lambda t. Vous trouvez ainsi une masse de 0,402 mg. Donc, refaites une fois le calcul, mais normalement, c'est très facile. On peut poser la question autrement, vous voyez. À quel temps reste-t-il 0,1 mg de plutonium pour un échantillon de masse initiale 1,35? C'est le même genre de calcul. Hein. Cette fois-ci, vous cherchez T dans l'expression, hein, par exemple, comme ici, là, et vous trouvez 10,7 années. Donc, vous voyez, dans le domaine de la radioactivité, si on sait que les réactions sont d'ordre 1, il est très facile de faire des calculs de masse de composés radioactifs restants ou de temps au bout duquel il y a tant et tant d'échantillons. Bien. Alors, petit complément, dans le domaine de la radioactivité, on a introduit ici la notion d'activité. L'activité, en fait, c'est la vitesse instantanée. C'est lambda n, moins dn sur dt. Et souvent, dans ce domaine, si vous vous y intéressez, vous verrez qu'on définit un radioisotope par son activité, hein, qui vaut donc lambda n. Et vous voyez bien que si vous introduisez ce lambda dans l'expression qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, cette activité, ça s'écrit de la même manière que le nombre de noyaux, hein, parce que c'est lambda près, A égale A0 exponentielle moins lambda t. Donc l'activité et la vitesse de décroissance radioactive. Le symbole actuel, après de nombreux changements au cours du siècle passé, c'est le becquerel. Et un becquerel correspond à une désintégration par seconde. À partir de ce type de raisonnement, et connaissant les processus impliquant le carbone 14, c'est comme ça qu'on fait de la datation en carbone 14. Vous avez probablement entendu parler de ça. Donc je vais vous le réexpliquer rapidement. Cette datation, on la doit en partie à Villard-Libby, hein, 1949, qui a eu le prix Nobel en 1960. L'idée de la possibilité de faire la datation en carbone 14, elle est basée sur le fait qu'on va mesurer en fait une activité de ce carbone 14 dans un échantillon, mais à partir du moment où un organisme vivant lié à cet échantillon est mort, c'est-à-dire qu'il a arrêté de se voir produire en lui ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire que la formation de carbone 14, c'est une production faible par des réactions des neutrons cosmiques qui viennent bombarder de l'azote atmosphérique. Donc l'azote atmosphérique, l'azote 14, en collision avec des neutrons atmosphériques qui viennent de l'espace, donne du carbone 14 et donc un proton. Et ensuite, ce carbone 14, il est ingéré dans les processus respiratoires et des processus de nutrition par les organismes vivants. Et ensuite, donc dans l'organisme vivant, eh bien, ce carbone 14 se désintègre en azote 14. Okay. Alors, l'équilibre, il y a, tant que l'organisme est vivant, il y a un rapport carbone 14, carbone 12 qui est constant, puisqu'il y a un apport continuel de carbone 14. Lorsque l'organisme meurt, il n'y a plus d'apport de carbone 14, et c'est là qu'on commence en fait le début de la mesure. Et donc, comme il n'y a plus d'apport de carbone 14, bien, le carbone 14 va commencer à diminuer, hein, en comparaison avec le carbone 12 dans un organisme mort. Donc on mesure le temps à partir de la mort de l'organisme vivant.